Aujourd'hui, on va s'intéresser au Ganwa-sen, une pratique d'introspection assez profonde. Il ne s'agit pas juste de trouver un peu de paix, non, c'est plutôt un voyage, une véritable confrontation avec son propre esprit. Et tout commence avec une question. Un huadu, comme on l'appelle. Une question qui a l'air toute simple. Au fond, qu'est-ce qui fait bouger ce doigt? Mais cette question, elle peut occuper un esprit pendant des jours et des jours. Et voilà, c'est ça, le principe du Ganywa-seon. Imaginez un groupe de 26 personnes en retraite pour 6 jours, avec cette seule et unique question en tête. Le but, ce n'est pas de trouver une réponse logique, mais de faire voler en éclats les murs de leurs propres pensées. Ce voyage, il commence par une lutte. Une lutte vraiment intense, une sorte de guerre qui ne se passe pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de chacun. Sur un simple coussin, dans un espace minuscule, les pratiquants affrontent des adversaires redoutables. C'est ce qu'on appelle une guerre silencieuse. Contre l'envie de dormir, le flot de pensées qui n'arrête jamais, la douleur physique, et puis, surtout, cette envie terrible de tout laisser tomber. Ce témoignage nous montre bien la réalité de l'expérience. Le combat n'est plus abstrait, il devient très concret. On ressent presque l'épuisement physique, la tension mentale, c'est palpable. Pour essayer de mieux cerner ce qui se passe dans notre monde intérieur, une petite expérience, toute simple mais très parlante, a été réalisée. Et le résultat est juste fascinant. 10 personnes, une seule pièce, et au final, 10 descriptions complètement différentes. Chacun a vu la réalité à travers le filtre de ses souvenirs, de ses émotions. C'est exactement ce filtre que le Gangwa-seon veut nous faire examiner et dépasser. Alors, comment on navigue dans ce labyrinthe intérieur? Face à tout ce chaos, il y a une figure qui devient absolument essentielle, le guide. L'image est vraiment puissante. Notre esprit, c'est comme un territoire immense, avec des milliers de sentiers. Si on n'a ni carte ni guide, on est presque sûr de se perdre. Le guide, c'est celui qui connaît déjà le terrain, parce qu'il l'a déjà exploré. Ce guide, eh bien, il a un nom, le Sonjishik. Son rôle, ce n'est pas du tout de donner la réponse, c'est plutôt d'offrir une boussole, de remettre le pratiquant dans la bonne direction quand il s'égare. Mais attention, il faut bien comprendre comment ce guide fonctionne. Le Seonji-shik, il n'est pas là pour réconforter ou rassurer. Non, il est là pour mettre au défi, pour poser les questions qui piquent et pour pousser le pratiquant au-delà de ce qu'il croit être ses limites. C'est un rôle exigeant, parfois même un peu brutal. Tiens, voici un moment de pure vulnérabilité. Un pratiquant, complètement noyé dans le doute, exprime son incertitude. C'est une étape presque obligatoire dans ce genre de voyage intérieur. Et la réponse du maître, elle est directe, presque tranchante. Il ne cherche pas à rassurer, il recadre. Il ramène brutalement l'attention sur la seule chose qui compte à ce moment-là, la question, le roi du. Tout le reste, c'est juste une distraction. On peut se demander, comment peut-on suivre un guide aussi exigeant? Pour ça, il faut un ingrédient absolument essentiel, un véritable acte de foi. L'enseignement est très clair là-dessus, la foi, c'est le moteur de tout. Une confiance totale dans la méthode, dans le guide et aussi en sa propre capacité à y arriver. C'est ça qui permet de tenir même quand on a l'impression d'échouer constamment. 10 000. Ce chiffre, il représente tous les efforts qui semblent ne servir à rien, toutes les tentatives ratées, cette impression frustrante de faire du surplace. Et c'est là que la perspective change du tout au tout. Grâce à cette confiance, 10 000 échecs se transforment en 10 000 leçons. Chaque tentative ratée est en fait une petite victoire parce qu'elle élimine une mauvaise piste et, petit à petit, elle éclaire le bon chemin. On arrive maintenant au point culminant du voyage. Le pratiquant se retrouve face à l'obstacle final, la toute dernière barrière avant de peut-être percer le mystère. Et là, c'est la grande révélation. L'ennemi, l'obstacle, n'a jamais été à l'extérieur. Le mur qui bloque le passage, c'est une construction de notre propre esprit. Une barrière faite de nos idées, de nos doutes et de l'image qu'on se fait de nous-mêmes. L'enseignant donne ici une clé fondamentale. L'erreur, c'est de croire qu'il y a un mur extérieur à attaquer. En réalité, le sentiment d'être bloqué, le fait de ne pas savoir, la frustration, c'est ça le mur. L'objet de la méditation est juste là, sous nos yeux. Et c'est là que le moment devient critique. Parce que franchir ce mur intérieur, c'est souvent vécu comme une perte totale de repères, une dissolution de soi, une expérience de peur immense, une sorte de mort de l'ego. C'est presque impossible à affronter tout seul. Ce qui nous laisse avec une toute dernière question. Quand on est là, au bord du précipice, et que la seule façon d'avancer, c'est de faire un pas dans le vide, qui nous donne le courage de le faire? C'est là que le rôle du Senji-shik prend tout son sens, et qu'on saisit la confiance absolue que demande un tel voyage.